Kimi Seba, bonjour. Bonjour mon cher frère. Pouvez-vous nous parler des relations qui existent entre la Russie et l'Afrique quand on sait que ce pays n'a jamais colonisé l'Afrique? Alors mon très cher frère, lorsque l'on évoque le fait que la Russie n'a jamais colonisé le continent africain, c'est d'ailleurs le propos de Mikhail Margelov qui est le représentant de Vladimir Poutine auprès de l'Union africaine, lorsqu'on analyse les choses dans le fond et dans les faits, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qui est énoncé. En l'occurrence, il faut savoir qu'au XVIIe siècle notamment, la Russie, voyant toutes les autres nations occidentales avoir justement ce projet d'instauration coloniale, comment dirais-je, de déploiement de leurs forces et de leur espace vital, va-t-on dire, on va présenter les choses comme ça, la Russie a voulu aussi rentrer dans la danse et là aussi étendre son influence et en mêlant à la fois des tentatives de connexion diplomatique avec des nations avec lesquelles elle partageait un certain nombre de points communs, notamment l'Éthiopie au XVIIe siècle. Il y avait le point commun de la communauté de foi, l'orthodoxie chrétienne, qui a donc poussé la Russie à penser qu'il était possible de créer une alliance pour lutter à cette époque. C'est quelque chose d'extrêmement important, je pense à rappeler, à lutter contre l'influence de l'Empire ottoman, d'accord, à cette époque. Il se disait qu'en ayant l'Éthiopie comme allié, qui est un partenaire stratégique extrêmement important du côté donc de l'Afrique de l'Est, il y avait la possibilité d'étendre leur influence et d'avoir un pied à la fois sur le terrain colonial, parce qu'évidemment dans leur diplomatie, ils auraient voulu en tant qu'entité russe être ceux qui avaient la plus grande partie du gâteau. Mais le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a abouti à une diplomatie, ou du moins un partenariat réel. C'est-à-dire que ça a été une diplomatie balbutiante, mais ça n'a pas été une diplomatie qui a été véritablement efficiente. Je pense que c'est extrêmement important qu'on précise les choses et qu'on les contextualise dans ce sens-là. À la suite du XVIIe siècle, là encore une fois, quelque chose qui contredit le propos de Mikhail Margelov, il faut savoir que la Russie a eu ce projet-là, plus que jamais défini, d'installation coloniale du côté, cette fois-ci, de Madagascar. Quel était le but de la Russie à cette époque, et notamment de Pierre le Grand? Leur objectif était, à ces Russes, de contrecarrer l'influence de la Grande-Bretagne dans l'océan Indien. Et donc Madagascar avait et a toujours aujourd'hui, en réalité au XXIe siècle, bien sûr cette ouverture, voilà. Exactement, et donc une importance géostratégique qui permet justement d'être placé à l'océan Indien, d'être tourné aussi vers l'Afrique, et donc sachant que évidemment Madagascar et l'Afrique aussi, mais je le dis de manière géographique, et donc ça permettait pour la Russie d'avoir une influence qui aurait pu amoindrir la puissance de son grand concurrent de l'époque, l'Angleterre. Ça n'a pas abouti. Pire encore, au XIXe siècle, et c'est là où, quand on parle du fait que la Russie n'a jamais eu de procès colonial, véritablement c'est du révisionnisme ou une insulte à l'histoire, les Russes ont été plus loin dans leur processus. Il faut savoir que donc, comme on le dit, XVIIIe siècle, XIXe siècle, rien n'a abouti, mais XIXe siècle, ils ont quasiment voulu installer, même clairement, ils ne s'en cachent pas, c'est dans les annales historiques, hein, la nouvelle Moscou à Sagalo, qui est l'actuel Djibouti. Donc, quand on entend quelqu'un comme Mikhail Margelov énoncer que la Russie n'a jamais eu de projet colonial, on est obligé d'un minimum sourire. Le fait est que la Russie s'est sentie pendant très longtemps éloignée, ostracisée sur cette scène politique où les puissances coloniales avaient pris de l'avance parce qu'elles étaient toutes capables d'acquérir un certain territoire, mais l'emplacement géographique de la Russie ne lui permettait pas d'avoir une facilité d'extension dans des pays aussi reculés que le continent africain et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La Russie a fait preuve là, à ce moment-là, d'un pragmatisme et a compris que si elle n'était pas capable d'établir justement une concurrence efficiente vis-à-vis des puissances occidentales, il fallait qu'elle se place sur un terrain qui n'était jamais occupé. Et c'est quelque chose qui, donc, du 19e siècle au milieu du 20e siècle, d'accord, est devenu, et c'était une question qui a germé plus que jamais, et qui a vu naître, donc, autour des années 50, justement, le concept du souverainisme. Et avec des velléités expansionnistes quand même derrière tout cela. Bien sûr, il y a toujours eu des velléités expansionnistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en politique, on le dit toujours, on ne le répétera jamais assez, il y a toujours des intérêts, il n'y a jamais d'amitié. Rien ne se fait avec amour, rien ne se fait avec gentillesse, rien ne se fait avec naïveté, tout est toujours calculé. Et la Russie n'a jamais été, comme vous le dites très justement, dans une vision des choses visant à la présenter comme une nation passionnée par la justice, la fraternité ou autre, mais simplement c'était un pragmatisme. Elle s'est dit que, par rapport à son positionnement,
si le terrain du colonialisme était un terrain qui était extrêmement pris et qu'il valait d'être en perte de vitesse par rapport aux autres nations, il fallait occuper un créneau qui, là, n'était pas occupé par les grandes puissances. La Russie a foncé dessus. Il faut savoir qu'au départ, Staline, au début du XXe siècle, il n'était pas du tout intéressé par la question des pays du Sud et par l'Afrique. C'était pas du tout son projet. Il était dans une autre confrontation, il était dans une autre opposition, il était dans une autre réflexion des choses, dans une autre vision des choses. Le tiers-monde n'était pas sa problématique principale. Il a fallu attendre Nikita Khrouchtchev pour que le rapport diplomatique de la Russie au tiers-monde et à l'Afrique prenne une autre intensité. Et rapport militaire aussi d'ailleurs. Bien sûr, évidemment, sachant que l'un ne va pas sans l'autre, puisque dans la projection russe, évidemment, toute démarche diplomatique va de pair avec une démarche militaire aussi, et va de pair aussi avec une démarche commerciale et économique, c'est évident. Et donc, lorsqu'il y a eu les nations qui ont émergé et qui ont vu justement des chefs de file tels que Sékou Touré ou Kwame Nkrumah apparaître sur la scène publique, Sékou Touré pour la Guinée et Kwame Nkrumah pour le Ghana, la Russie de Nikita Khrouchtchev a été dans cette démarche justement de vouloir créer un partenariat solide en arguant que le tiers-monde avait besoin, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à rappeler, d'un partenaire qui était là aussi dans une volonté de refuser le colonialisme. Donc la Russie s'est placée sur le postulat de l'anticolonialisme, alors qu'à une certaine époque antérieure, ils avaient eux aussi tenté en vain d'établir ce colonialisme-là. Donc toujours nous rappeler que lorsque la Russie établit un travail politique ou a un projet, elle ne le fait pas par naïveté, elle ne le fait pas de manière aveugle, elle ne le fait pas tel une passionnariat justement de la justice. Au contraire, elle le fait avec un pur pragmatisme. Et c'est ce qui aussi fait que parce qu'ils sont pragmatiques, il y a une confiance de facto qui s'est créée avec un certain nombre de nations africaines parce qu'elles ont vu que la Russie avait tout intérêt à tenir ce rôle justement de figure de l'anticolonialisme et de garant de cet anticolonialisme-là, parce que comment dirais-je, il en résultait de sa toute-puissance sur le terrain justement de ce concept de souverainisme qu'on essaye d'évoquer depuis un certain temps. Alors on peut imaginer que donc c'est la Russie qui a amorcé en fait ces facteurs de décolonisation de l'Afrique. Alors amorcé peut-être pas, mais accompagné sérieusement, certainement. Il faut savoir qu'en dehors des années 50 avec donc les Kwame Nkrumah et Sékou Touré, il y a eu même dans les périodes qui ont suivi les premières indépendances un accompagnement viscéral de la Russie vis-à-vis par exemple de nations comme l'Angola, de nations comme le Mozambique, l'Afrique du Sud, notamment l'ANC a reçu un soutien là aussi, le MPLA a reçu un soutien, le Frélimo a reçu un soutien aussi. Donc c'est véritablement la preuve que la Russie avait une compréhension que le monde était en train de changer et que sur ce terrain-là, il fallait qu'elle puisse plus que jamais jouer ce rôle de garante, d'accord, d'un monde libre. Elle avait en face d'elle l'Amérique. Il faut toujours aussi préciser cela parce que dans cette guerre froide, c'est toujours quelque chose qui a joué. Elle avait en face d'elle une Amérique qui, elle aussi, bénéficiait du fait qu'elle n'avait pas à proprement parler, puisque c'est une nation beaucoup plus jeune, un passif coloniale, d'accord. Donc l'Amérique, elle aussi, se présentait en nation anticolonialiste. On se rendra compte avec le temps et avec l'évolution de la géopolitique qu'elle était tout sauf anticolonialiste et qu'elle a participé à l'assassinat des États-Unis, là je parle, de la nation américaine. Elle a participé à l'assassinat d'un certain nombre de leaders politiques, notamment Lumumba, comme un certain nombre de gens le savent aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour cette première phase. En 1989, un événement sans précédent s'est produit. Le mur de Berlin tombe. Quelles sont les conséquences réelles en Afrique ? Plus que jamais, l'effondrement du mur de Berlin change tout, change la donne sur le terrain géopolitique plus que jamais et voit la Russie perdre son influence. Un certain nombre d'ambassades sont fermées, le budget pour les ambassades ouvertes est complètement réduit et il faudra attendre un certain temps avant de revoir la Russie revenir dans le concert des nations, je veux dire dans l'aspect diplomatique du terme, d'accord, et dans son influence auprès du continent africain. Et quand je dis attendre longtemps, il faut attendre le début du XXIe siècle. En l'occurrence, l'avènement de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, membre du KGB, et politicien studieux, concis et précis dans tout ce qu'il fait. Méticuleux, décide au départ de ne pas s'aventurer dans un certain nombre de sorties hasardeuses politiques ou diplomatiques. Et donc, il décide d'accompagner toute mission des Nations Unies, de la communauté internationale, au départ sur le continent africain. Il faudra attendre un certain temps avant que, après avoir observé réellement la complexité de la vie politique africaine, il décide d'envoyer un signal fort en termes d'indépendance, en envoyant donc une enveloppe de $2 millions par le biais de son représentant Mikhail Margelov auprès de l'Union africaine, $2 millions pour que l'Union africaine prenne cette donation comme un message visant à s'autofinancer. Vladimir Poutine leur accompagne cette donation d'un message en disant il faut cesser
les grands financements extérieurs et commencer à vous financer vous autres de l'intérieur. Vous avez les possibilités de le faire. Nous mettons une somme modique, certes de 2 millions de dollars, mais si chaque nation met une somme modique plus une autre somme modique donnera quelque chose, il faut que vous vous autodéterminiez et que vous n'acceptiez pas que les États-Unis ou la Russie ou d'autres nations soient celles qui vous disent ce que vous avez à faire. Très fort symboliquement, parce que ça n'a malheureusement pas été suivi. On le voit plus que jamais encore aujourd'hui. Et après cette période-là, Vladimir Poutine, donc, comprenant plus que jamais qu'il y a un créneau qui est libre sur le continent africain et dans le monde, qui a été abandonné depuis l'effondrement du mur de Berlin, Vladimir Poutine voit dans le concept du souverainisme la juste conclusion logique de l'anticolonialisme d'antan de Nikita Khrouchtchev. Et donc il décide, face à un monde qui n'est plus multipolaire mais monopolaire, puisque c'est l'occidentalisation, le mondialisme plus que jamais qui fait sa loi, Vladimir Poutine se place en champion du monde multipolaire et donc vend cette vision des choses. Quand je dis vend cette vision, c'est qu'il la prolonge, il la propose, il la propage un peu partout sur le continent africain et aux quatre coins du monde, d'accord. Et deux ombres au tableau de ce visage, de cette vision, de cette réflexion plus que jamais nécessaire, la Côte d'Ivoire et la Libye. La Côte d'Ivoire, bien que souverainiste au départ, il s'est opposé à l'intervention de la communauté internationale, mais il n'a pas insisté face aux insistances de la communauté internationale, il n'a pas suffisamment résisté. Pareil pour la Libye, et ce sont ces deux nations, d'accord, ces deux affaires, ces deux drames, donc l'incarcération de Gbagbo et l'assassinat de Kadhafi, qui pousseront justement Vladimir Poutine à être plus que jamais présent sur le terrain géostratégique en Syrie, voyant les drames que la destruction de la Libye a pu créer. Il a décidé, vu aussi les intérêts géopolitiques qu'il avait en Syrie, d'être plus que jamais présent, tout comme la Chine et d'autres nations, aux côtés de Bachar al-Assad. Et donc aujourd'hui, le message de Vladimir Poutine vis-à-vis du continent africain est le suivant. Il déteste l'instabilité politique, donc il ne peut pas s'installer dans des endroits ou établir des relations fortes avec des nations et des régimes qui ne sont pas solidement ou durablement installés. Par contre, toute nation qui s'installe dans une démarche de pérennité et de pérenniser, de stabilité, Vladimir Poutine essaie d'établir un certain nombre de contrats sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain social, sur le terrain du conseil militaire aussi. Et donc on est peut-être à l'aube de quelque chose de très grand dans la diplomatie africaine et russe. Merci, Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve pour le prochain numéro d'Afro Pertinent. Merci. Au revoir.